Le politiquement correct. Politiquement correct. Bah, le politiquement correct, ouais, vous voyez, c'est super dur comme question. Mais... Le politiquement correct, pour moi, ça sonne un petit peu avec de l'hypocrisie, avec beaucoup de paraître, avec comme des sortes de tabous qui sont un peu cachés derrière des murs. Pour moi, le politiquement correct, c'est un petit peu ce qui est accepté par la communauté, par la société en général. C'est de s'exprimer d'une façon pour que personne se sente insulté. Pour moi, c'est clairement une expression qui vient de la droite pour critiquer tout ce qui a trait à des questions un peu sociétales ou sociales. C'est quelque chose qui ne devrait pas offenser autrui. Chacun a sa propre version du politiquement correct. C'est dire des choses qui sont plus ou moins lisses et pas forcément choquants. Chacun a ses propres morales, ses propres visions du monde et ses propres visions de ce qui est acceptable ou pas. Non, je pense pas. Moi, j'ai eu cette expérience que oui, on pouvait vraiment tout dire. Je trouve que l'université, ça a toujours été un endroit de débat, de discussion. J'ai toujours eu l'impression que les débats étaient très souvent les bienvenus. Ouais, je pense que ça doit être un lieu de liberté avant tout. Hein. Je pense qu'il y a des façons de parler des choses, il y a des façons de dire les choses. On est libre de dire ce qu'on veut, tant que ça blesse personne. Oui, on peut blesser les gens et c'est pour ça que c'est vraiment important d'essayer de communiquer avec le plus de bienveillance possible et essayer d'avoir la souplesse d'esprit de se mettre à la position des gens à qui tu parles. Du moment où on commence à empiéter sur la liberté de quelqu'un d'autre en ayant des propos qui sont dangereux et pas corrects, du coup oui. Notre avis sur le physique de quelqu'un ou sur la façon dont s'habille quelqu'un, je pense que c'est pas du tout nécessaire. Moi j'aime bien faire des blagues, mais voilà, si on est déjà allé un peu trop loin ou si on se rend pas des fois forcément compte de l'impact de ce qu'on dit par rapport à certaines personnes, oui. Faut avoir des limites, quoi. Les gens ils peuvent être blessés par tout n'importe quoi. Moi je peux même être blessé par un truc que moi-même je dis. Ça peut poser problème, peut-être. Ouais, plein de fois. Oui, j'ai dû le faire. Peut-être inconsciemment aussi, mais je pense que je l'ai fait. Moi je m'autocensure tout le temps, surtout quand c'est avec des gens qui sont un petit peu plus conservateurs. Je pense qu'il y a des personnes avec qui on peut discuter de choses peut-être plus facilement qu'avec d'autres. Surtout par exemple avec le corona, il y a beaucoup d'avis différents sur le sujet, avec, par exemple des théories du complot ou n'importe quoi. Et j'ai l'impression que parler avec des personnes âgées c'est beaucoup plus dur que de parler avec des jeunes parce qu'ils restent trop longtemps sur Facebook. Et on est tous des moutons pour eux. C'est pas que je vais me censurer, mais c'est que je vais essayer d'aborder les sujets avec tact, avec bienveillance. Mais je vais pas m'empêcher, c'est juste que ça va toujours être le travail de trouver les bons mots. Étant des êtres influençables, le virtuel a un énorme impact sur notre liberté d'expression. Via les réseaux sociaux et l'anonymat aussi, notamment. Ça laisse un peu de la liberté aux gens de dire un peu tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils veulent sans craindre le regard direct des autres. Je pense qu'il y en a qui profitent du côté anonyme pour dire des bêtises et des horreurs. Le virtuel a renforcé ce côté d'anonymat et un peu cette impunité, quoi. Si au moins les gens assumaient qui ils étaient et qu'en ligne ils assumaient leurs propos et qu'ils agissaient avec autant de respect qu'ils le feraient face à la personne dans la vraie vie, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de problèmes. Merci à nos deux étudiants d'avoir ouvert cette soirée sur la thématique de la liberté d'expression. Merci à Juliette Echiman, étudiante à la faculté de droit, et M. Quentin Beck, étudiant à la faculté de théologie, qui ont réalisé ce micro-trottoir. Mesdames et messieurs les députés, Madame la maire, chères étudiantes, chers étudiants, nombreux ce soir, chers et chers collègues, mesdames et messieurs, chers amis, quel plaisir de vous retrouver toutes et tous ce soir en présence. Quel bonheur de pouvoir vous accueillir dans un auditoire presque plein, mais aussi quel honneur de pouvoir, en même temps, vous recevoir à distance, pour toutes celles et ceux qui n'ont pas pu être avec nous ce soir.
La vie universitaire reprend et l'activité de l'Université de Genève en témoigne avec la richesse des événements prévus pour ce semestre d'automne, même si, vous l'avez compris, elle reste encore conditionnée par la pandémie. À ce propos, je tiens à relever l'attitude exemplaire de notre communauté estudiantine qui a fait preuve de tant de résilience depuis 18 mois et qui a démontré tout son sens des responsabilités depuis ce lundi, jour de la rentrée universitaire. Je tiens ici à les en remercier très chaleureusement au nom de toutes les facultés, de tous les centres et du rectorat. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous informer de quelques nouveautés de la rentrée académique de cet automne. Tout d'abord, l'inauguration de nouvel espace des sciences, les Sciencescopes, qui permettent au public, à tous les publics, de venir se familiariser avec des disciplines aussi différentes que la biologie, les mathématiques, l'informatique, la chimie, la physique, les sciences de la Terre et l'astronomie. Dans le domaine du développement durable également, nous sommes fiers de mentionner que dans le dernier classement établi par le WWF sur la durabilité des hautes écoles suisses, l'Université de Genève obtient sur tous les critères une note comprise entre 7 et 9 sur 10 qui la classe parmi les institutions nommées par le WWF comme institutions ambitieuses. Nous le savons, mais nous sommes évidemment très heureux que cela soit confirmé par ce classement, de même que nous sommes toujours très heureux de noter qu'à chaque édition du classement de Shanghai, nous figurons toujours parmi les 100 meilleures universités au monde, 60e pour cette année 2021. Notons aussi le cours transversal dans le domaine du développement durable qui est ouvert à toute la communauté estudiantine, une maîtrise en psychologie qui propose un nouveau plan d'études en psychologie du développement durable et finalement aussi la présence de membres de notre université à la COP26 à Glasgow. Avec 3 chaires UNESCO dans le domaine de l'hydropolitique, dans le domaine du droit de la protection des biens culturels, dans le domaine de la médecine numérique, auquel est venue s'ajouter encore très récemment une 4e chaire dans le domaine de la toponymie inclusive, l'Université de Genève est l'université suisse qui détient le plus de ces chaires UNESCO qui attestent d'une reconnaissance internationale. Je voudrais aussi souligner la politique active dans le domaine de la diversité, avec une nouvelle formation en langue des signes proposée par la faculté de traduction et d'interprétation, mais aussi la mise en place de dispositifs pour les étudiants qui ont des besoins particuliers, sans oublier évidemment, et vous l'avez lu dans la presse, les mesures qui ont été prises pour répondre à la précarité estudiantine avec l'installation de distributeurs de produits menstruels dans 5 bâtiments universitaires, un domaine dans lequel l'Université de Genève est également à nouveau pionnière. On peut encore mentionner le fait que l'Université de Genève obtient le label Healthy Campus, catégorie bronze décernée par la Fédération internationale du sport universitaire. Et puis finalement, des nouvelles formations, à vrai dire, dans le domaine de la philanthropie, portée en particulier par le Centre interfacultaire en philanthropie. Avant de présenter les oratrices de ce soir, je voudrais remercier ici le professeur François Dermange, qui a participé aux côtés de Maya Hertig à la préparation de cette soirée et qui aurait dû être présent ce soir. Il ne peut finalement pas être avec nous ce soir en raison de problèmes de santé qu'il a connus très récemment. Et je tiens ici, en votre nom, au nom de toute la communauté universitaire, de lui adresser nos salutations les plus chaleureuses. Je pense qu'il est en ligne et qu'il va se remettre, je l'espère, très rapidement de ce problème de santé. 2 mots peut-être pour le déroulement de la soirée. La soirée va se dérouler en 2 temps, vous l'avez compris. Tout d'abord, 2 courtes conférences d'une 20aine de minutes présentées par les professeurs Maya Hertig et Samia Hurst, que je tiens aussi à remercier très chaleureusement. Je l'ai, je crois, contacté il y a 2 semaines de cela lorsque j'ai appris le problème de santé de François Dermange. Et immédiatement, dans les 2 minutes qui ont suivi, j'ai reçu une réponse de sa part pour me dire qu'elle était prête à le remplacer. Je te remercie infiniment, Samia. Ça correspond bien à ta personnalité. Elles proposeront leur analyse de la question de la liberté d'expression, comme je l'ai dit, pendant une 20aine de minutes. Un débat ensuite, durant lequel nos 2 conférencières répondront à toutes vos questions, personnes en présence ici dans cet auditoire, mais aussi personnes à distance. Et je remercie ici Madame von Olsen, rédactrice en chef du journal Le Temps et directrice éditoriale de Heidi News, qui en assurera la modération. Les questions de la salle, mais peut-être que vous aurez l'occasion de le rappeler, Madeleine, seront prises au micro et les questions de celles et ceux qui nous regardent en ligne doivent être posées via l'outil Slido qui se trouve sur la page de l'événement et qui seront relayées directement par Madeleine. Je présenterai tout d'abord Maya Hertig, si vous le permettez, c'est elle qui va intervenir en premier, puis ensuite, dans un deuxième temps, je présenterai
la personnalité de Samia Hurst. Je ne sais pas si elles ont besoin l'une et l'autre d'être présentées. Maya Ertig est titulaire du brevet d'avocat depuis 2002. Elle a obtenu un master à l'université de Cambridge en 2004 et elle est visiting scholar à l'université de Budapest ainsi que l'université d'Ann Arbor aux États-Unis. Professeure ordinaire à l'université de Genève depuis 2007 et vice-doyenne de la faculté de droit depuis 2019, elle a préalablement été professeure assistante en droit européen à l'université de Berne. Spécialisée dans le domaine de la protection des droits humains et en droit constitutionnel suisse, européen et comparé, elle est également vice-présidente de la Commission fédérale contre le racisme et membre du Comité international de la Croix-Rouge. Je ne pourrais pas terminer cette présentation, Maya, sans nommer aussi le fait que tu es l'instigatrice, la pionnière de Law Clinic, ces cliniques qui ont été développées à l'Université de Genève dans le domaine du droit et qui permet aux étudiants de master de pouvoir se confronter à des problèmes quotidiens, du quotidien, que l'on a effectivement l'occasion de traiter dans ces Law Clinics. Et tu en es l'instigatrice, la pionnière. Merci infiniment, Maya, et je te cède la parole sans plus attendre. Merci beaucoup, Maya. Monsieur le recteur, je vous remercie de votre introduction. Cher public, c'est un grand plaisir d'être avec vous ce soir pour exercer ma liberté d'expression sur la liberté d'expression en croisant mon regard avec une collègue d'une autre discipline. Je prends la parole avec une pensée spéciale pour François Dermange, qui a eu l'initiative de cet échange. Je regrette qu'il ne puisse pas être avec nous ce soir. On ne peut plus rien dire. C'est en substance de cette phrase que François m'avait proposé de débattre. On ne peut plus rien dire. Vous avez certainement déjà entendu ces propos. Il est s'entendre que le champ de la liberté d'expression se rétrécit, voire qu'on vit actuellement une véritable crise de la liberté d'expression. Cette phrase s'inscrit dans un débat d'actualité mené de façon particulièrement intense dans le monde anglo-saxon. À titre d'exemple, le Harper's Magazine a publié en juillet 2020 une lettre intitulée « A Letter for Justice and Open Debate » signée par 150 personnalités de renom. Les auteurs allèguent, je cite, « L'échange libre des informations et des idées, qui est le moteur même des sociétés libérales, devient chaque jour plus limité. La censure se répand largement aussi dans notre culture. Intolérance à l'égard des opinions divergentes, goût pour l'humiliation publique et l'ostracisme. » Cette lettre a elle-même été contestée dans une lettre intitulée « A More Specific Letter on Justice and Open Debate ». Elle a été signée à son tour par plus de 150 personnalités publiques. Dans leur réponse, les signataires mettent l'accent sur la hiérarchie sociale. Je cite, « L'ironie de l'article est que les signataires ne mentionnent nulle part comment les voix marginalisées ont été réduites au silence pendant des générations dans le journalisme, le monde universitaire et l'édition. Il est paradoxal, disent-ils, que des personnes dans une situation privilégiée, avec aucune difficulté de se faire entendre, prétendent être réduites au silence. » Dans cette controverse, le terme politiquement correct apparaît plus tôt ou plus tard. Aujourd'hui, le politiquement correct est souvent utilisé par des personnes qui allèguent qu'on ne peut plus rien dire. Mais l'expression est bien plus ancienne, elle mérite qu'on s'y attarde un instant. Elle est entrée dans le langage américain dans les années 60 par les militantes du Black Power et des féministes, notamment par l'ouvrage « The Black Woman » de Toni Cade Bambara. Le politiquement correct est, selon cette compréhension, une approche qui est au service de l'égalité matérielle. Elle vise à corriger les stigmatisations et les représentations dévalorisantes des minorités et groupes défavorisés. Dans cette optique, le politiquement correct peut être défini comme un comportement ou discours qui vise à éviter de blesser les groupes minoritaires ou défavorisés.
Le politiquement correct peut concerner soit la forme du discours, on peut penser à l'écriture inclusive, soit aussi le contenu, donc éviter des propos qui ont recours à des stéréotypes négatifs au sujet de certains groupes. Le politiquement correct trouve en prolongement aujourd'hui dans le mouvement du woke, un mouvement qui vise à lutter contre des injustices sociales qui peuvent être plus ou moins largement définies et s'étendent par exemple parfois même à des sujets comme la crise climatique. Le terme politiquement correct est incertain et il est connoté. En effet, aux États-Unis, il a subi une première vague de contestation dans les années 80, contestation qui vient essentiellement ou largement du camp néoconservateur et a conduit à un glissement sémantique. Il a pour conséquence qu'aujourd'hui, le politiquement correct a souvent une connotation donc, négative, mais ce n'est pas la signification exclusive. Cette connotation négative est aussi répandue en Europe. Politiquement correct est ainsi souvent compris comme synonyme de conformisme, bien-pensance, pensée unique, pensée doctrinaire, langue de bois. Négativement connoté, le politiquement correct est souvent utilisé comme une arme rhétorique. Se revendiquer du politiquement incorrect est présenté comme quelque chose de positif, comme presque un acte d'originalité, montrer qu'on n'est pas conformiste, qu'on est opposé au mainstream. Toute critique peut ainsi être facilement disqualifiée comme conformiste, bien-pensante. Une critique fréquente adressée aujourd'hui aux défenseurs du politiquement correct est d'ériger le régime diversitaire en dogme et de faire barrage à une discussion ouverte. Comme nous l'avons déjà entendu, cette vision est vivement contestée. La phrase « on ne peut plus rien dire » et la revendication du politiquement non correct sont critiquées comme des tentatives de légitimer et de banaliser le racisme, le sexisme, l'homophobie, des phénomènes qui excluent et marginalisent les minorités et les réduisent au silence. Quand ces groupes minoritaires prennent la parole pour riposter, on les accuse de censure. Autrement dit, selon cette critique, les opposants du politiquement correct revendiquent la liberté d'expression, mais veulent la nier aux autres en s'érigeant en victimes de censure. Nous voyons donc que le débat est très polarisé et que dans cette controverse, la liberté d'expression est mobilisée par les deux côtés, par le camp « on ne peut plus rien dire » et par le camp opposé. Cela soulève la question de savoir jusqu'où va la liberté d'expression pour les propos politiquement non corrects et jusqu'où va la liberté d'expression des personnes qui dénoncent ce type de propos. Je vais aborder cette question d'un point de vue juridique. Une telle analyse revient à examiner dans quelle mesure le droit réglemente des propos qu'on peut qualifier de politiquement non corrects et dans quelle mesure ces réglementations sont compatibles avec la liberté d'expression. La question analogue se pose pour les propos de personnes qui dénoncent le politiquement non correct. Je tiens à préciser que l'approche juridique n'épuise de loin pas la problématique. Le fait qu'on ait le droit de dire quelque chose ne signifie pas qu'il est bien de le dire. Le fait qu'on ait le droit de dire quelque chose n'implique pas non plus qu'il n'y ait pas des contraintes qui proviennent pas du droit, mais des normes sociales. Et ce type de contraintes échappe largement au droit. Venons-en à la liberté d'expression, en prenant comme point de départ un dictum célèbre de la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour rappelle constamment que la liberté d'expression ne vaut pas seulement pour les informations et idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Cela découle du fait que la liberté d'expression est le fondement d'une société démocratique, une société qui se caractérise par le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture. En même temps, la liberté d'expression n'est pas absolue. Selon le texte même de la Convention européenne des droits de l'homme, la liberté d'expression comporte des devoirs et des responsabilités, et elle peut être restreinte pour protéger les droits fondamentaux d'autrui, pensons à la protection de la sphère privée, la réputation, etc., et elle peut aussi être restreinte pour des intérêts publics légitimes.
La protection internationale des droits humains et la Convention sont un enfant de l'après-guerre. C'est aussi une réaction aux horreurs du fascisme. Dans les conventions protectrices des droits humains, il y a un consensus très clair que le discours de haine, le hate speech, peut, voire doit être restreint. Le discours de haine englobe donc le discours qui incite à la violence ou le discours qui incite à la haine ou la discrimination à l'encontre de groupes marginalisés. Le discours de haine n'est pas considéré simplement comme un discours qui heurte, choque ou inquiète, mais comme un discours qui mine les valeurs fondamentales d'une société démocratique et cause un préjudice réel. Quel est ce préjudice? Et comment définir et délimiter à son tour le discours de haine? C'est une question complexe, mais plusieurs éléments me paraissent importants. Tout d'abord, le discours de haine est un discours qui s'en prend à la dignité humaine, la valeur égale de tous les êtres humains. Il marginalise et dévalorise certaines personnes sur la base de critères proches de leur identité et les relègue à des êtres de deuxième zone. Ensuite, pour identifier le discours de haine, la jurisprudence adopte une approche contextuelle. On ne peut pas interpréter des propos dans l'abstrait, il faut regarder le contexte. Qui s'exprime? Dans quel but? Quel est le public visé? Par quels moyens de communication? Plus largement, dans quel contexte sociétal? Cette approche contextuelle est une facette du principe de proportionnalité, principe qui dit qu'il faut soigneusement mettre en balance les droits et intérêts qui s'opposent et que la fin ne justifie pas tous les moyens. C'est une exigence de justice élémentaire, raison pour laquelle on voit souvent la justice représentée avec une balance dans sa main. Du principe de proportionnalité découle aussi que les sanctions doivent être en adéquation avec la gravité des propos. Dans cet esprit, des recommandations élaborées par un groupe de travail onusien qui s'est penché sur le discours de haine, recommandations connues sous le nom de plan d'action de Rabat, proposent de distinguer 3 catégories d'expressions selon leur gravité. D'abord, des expressions qui constituent une infraction pénale. Ensuite, l'expression qui peut justifier une procédure civile ou des sanctions administratives. Et l'expression qui ne donne pas suite à des sanctions pénales, civiles ou administratives, mais pose néanmoins des problèmes en matière de tolérance, de civilité et de respect des droits d'autrui. J'aimerais insister brièvement sur le dernier point qui revient à distinguer droit d'une part et morale d'autre part. La dernière catégorie de propos échappe à l'emprise du droit, mais cela ne veut pas dire que ces expressions soient moralement justes et ne donnent pas légitimement lieu à la réprobation sociale. Je vais maintenant revenir sur les 2 premières catégories par des exemples. Le but de ma démonstration est de montrer que le droit ne sanctionne qu'une partie limitée de ce que l'on peut qualifier de politiquement non correct, à savoir comme des propos susceptibles de heurter les groupes minoritaires ou défavorisés. Cette catégorie de propos relève donc en bonne partie de la 3e catégorie, de la morale, de la civilité, et je reviendrai sur cet aspect dans la conclusion. Pour illustrer la première catégorie, des propos qui justifient des sanctions pénales, l'article 261 bis du Code pénal est un bon exemple. Cette disposition est aussi connue sous le nom « norme antiraciste ». Son emprise a été étendue l'année passée aussi à l'homophobie. La norme antiraciste est souvent sous le feu des critiques et décriée comme une norme qui muselle la liberté d'expression. Pour contrer ces critiques, des évaluations régulières sont entreprises. La Commission fédérale contre le racisme a commandité une étude qui fait le point sur 25 ans de jurisprudence et conclut que cette norme est appliquée avec retenue et ne conduit donc pas à une limitation excessive de la liberté d'expression. J'aimerais donner un exemple pour illustrer l'interprétation étroite faite de cette disposition. Le tribunal fédéral a donné raison à un policier condamné pour discrimination raciale pour avoir traité un homme visiblement d'origine non européenne de Sauausländer, cochon d'étranger,
et requérant d'asile de merde, Lex Asylant. Le tribunal fédéral relève que la norme antiraciste ne proscrit que la discrimination dite raciale, ça veut dire essentiellement fondée sur l'origine ethnique. Or, requérant d'asile ou étranger est un statut juridique et non un groupe ethnique. C'est vrai qu'en l'espèce, le policier a pris comme cible une personne qui visiblement n'était pas d'origine européenne, mais, dit le tribunal fédéral, il n'a pas été établi qu'au fond, cette personne n'a pas été visée en raison de son statut juridique, donc qualité d'étranger ou de requérant d'asile. Cette interprétation a pour conséquence de soustraire une bonne partie de propos xénophobes à l'emprise du droit pénal. À noter aussi que la norme antiraciste n'a pas été élargie aux propos transphobes. Enfin, la Cour européenne des droits de l'homme souligne un autre point qui est important sous l'angle de la liberté d'expression. Il faut distinguer entre tenir des propos racistes et faire un reportage sur le phénomène du racisme. Un tel reportage peut relayer même des propos racistes à condition que l'ensemble de l'article ne laisse pas entendre que le ou la journaliste les cautionne. J'aimerais maintenant prendre un exemple qui tombe dans la deuxième catégorie des propos selon la classification du plan d'action de Rabat, des propos qui justifient des sanctions civiles, à savoir des dommages-intérêts. J'ai choisi l'harcèlement sexuel dans les rapports de travail. La ligne rouge a été franchie, par exemple, dans un cas d'un gérant d'un bistrot qui insultait régulièrement une sommelière avec des mots grossiers, sexuellement connotés, et qui disait des femmes qu'elles étaient toutes des salopes. Le tribunal fédéral retient que la nature sexiste de ces propos est évidente et que ces propos ne pouvaient être ressentis par la demanderesse que comme une atteinte grave à sa dignité de femme. La ligne rouge était aussi franchie dans un cas d'une employée de CFF, seule femme dans son équipe, qui était confrontée aux propos du style « Si elle a réussi, c'est parce qu'elle a couché. Pour moi, les femmes sont biologiquement faites pour fonder un foyer, s'occuper de la cuisine, de l'aspirateur et des devoirs. Moi, ma femme, il est exclu qu'elle conduise une voiture. » Dans d'autres cas, le tribunal fédéral a estimé que la gravité des propos n'a pas été suffisante. Voici deux exemples. L'harcèlement sexuel n'a pas été retenu dans le cas d'une employée dans une agence de presse sportive qui se faisait intituler « Bel enfant, bichounette ». Ne constitue pas non plus un harcèlement sexuel d'intituler une jeune femme employée dans une société de trading « Miss Tinguet », même si ce nom fait allusion à une danseuse de cabaret. Cette danseuse, retient le tribunal fédéral, ne s'est certes pas distinguée par son intellect, mais d'une autre manière, par sa grâce et son esprit, de sorte qu'il serait réducteur de voir dans ces dénominations uniquement les plus belles jambes de Paris. En résumé, d'un point de vue strictement juridique, la plainte qu'on ne peut plus rien dire ne me paraît pas justifiée. On peut encore dire beaucoup de choses qui peuvent blesser ou heurter des groupes minoritaires ou défavorisés et qu'on peut qualifier de politiquement non corrects. Il se pose encore la question des limites de la liberté de parole des personnes qui dénoncent des propos à leur avis politiquement non corrects. Il s'agit de savoir quelle est la marge pour la critique admissible sans encourir des sanctions, civiles ou pénales, en général pour atteinte à l'honneur ou à la réputation. Pour tracer la ligne de démarcation, les tribunaux exigent que la critique repose sur une base factuelle suffisante et ne soit pas une attaque personnelle gratuite. Là aussi, le contexte joue un rôle. Dans le contexte politique, peu de limites à la liberté d'expression sont admissibles. À titre d'exemple, la Cour européenne des droits de l'homme a tranché en faveur de la liberté d'expression d'un journaliste qui avait relaté des débats parlementaires
et qui avait traité un député qui avait lui-même tenu des propos homophobes de décérébré. La Cour a relevé qu'on se trouvait dans un contexte politique et d'ailleurs que le journaliste n'avait fait qu'imiter le style du discours du politicien, discours qui contenait des propos manifestement homophobes. Par contre, dans le contexte académique, la Cour donne plus de poids à la réputation. Les bornes de la critique légitime ont été dépassées dans un cas qui a porté au fond sur un professeur de l'Université de Genève, professeur confronté à la critique d'antisémitisme, après avoir publié, en tant qu'éditeur et aussi auteur, un ouvrage très critique de la politique de l'État d'Israël. À part le contenu des idées exprimées, qui était bien entendu en rien comparable aux propos du politicien que j'ai mentionné auparavant, la Cour a souligné que le reproche d'antisémitisme a pu avoir des conséquences fortement dommageables pour la vie professionnelle du professeur concerné. Un dernier arrêt que j'aimerais mentionner porte aussi sur le milieu académique et ce qu'on appelle aujourd'hui le no platforming. Il montre que l'opposition à certaines idées ne justifie pas le recours à n'importe quel moyen et ne permet pas d'empêcher autrui de s'exprimer. En l'espèce, les étudiants ont empêché par des mégaphones la tenue d'une conférence. Ils ont invoqué en vain leur liberté d'expression. Le tribunal fédéral retient que les étudiants avaient d'autres moyens pour communiquer leur point de vue, sans empêcher la liberté d'expression de l'orateur et aussi sans empêcher la liberté d'information du public qui était venu pour entendre l'orateur. Suite à ce parcours très bref du cadre légal, peut-on parler aujourd'hui d'une crise de la liberté d'expression? Ces thèses ne trouvent, à mon avis, pas d'appui dans la jurisprudence. La liberté d'expression et le cadre légal laissent encore beaucoup de latitude à tenir des propos susceptibles de blesser des minorités, et il y a aussi beaucoup de latitude à la critique, à la dénonciation de ce type de propos, sans que la liberté d'expression des deux camps soit sans limite. Il reste cependant toute la dimension de la réprobation sociale, qui est en partie soustraite au droit. En effet, en tant que liberté classique, la liberté d'expression protège principalement contre des atteintes de la part de l'État. Or, c'est les ceux qui disent que la liberté d'expression est en crise, dénoncent souvent ce qu'ils appellent la censure privée. À chaque époque et dans chaque société, il y a des propos qui provoquent la réprobation sociale et la critique. Y a-t-il quelque chose de nouveau, de différent aujourd'hui, comme le suggère l'ampleur de la controverse actuelle? En adressant cette question, je sors du cadre du droit et j'aimerais mettre en avant un facteur, l'impact du numérique. Positivement parlant, le numérique a permis une démocratisation de la parole. Il permet à des personnes qui n'avaient jusqu'à présent peu accès aux médias de faire entendre leur voix. Dans ce contexte, il n'est pas vrai qu'on ne peut plus rien dire. Tout au contraire, on peut dire beaucoup plus de choses. Mais on ne peut plus rien dire sans courir le risque d'être contredit. Négativement parlant, l'enfermement dans des bulles idéologiques et la possibilité de s'exprimer anonymement favorisent la polarisation des opinions et des expressions de haine. Ceci n'est pas un climat propice à une libre discussion au service de la quête de la vérité et du progrès. À cela s'ajoute qu'Internet favorise l'amplification de la critique. Il est cependant difficile de parler d'une tyrannie de la majorité que craignaient les penseurs comme Tocqueville ou Mill. On a affaire à une pluralité de majorités potentielles. Selon le contexte, la fureur peut s'abattre sur des cibles de tous bords de spectre politique. La communication sur Internet se caractérise en plus
par la volatilité et l'imprévisibilité. Il est difficile d'anticiper quels propos vont enflammer la toile. L'effet cumulatif des réactions quand la toile s'enflamme peut produire des conséquences qui vont souvent bien au-delà de ce que voulait chaque internaute individuellement. Dans ce sens, certains auteurs parlent de la « tyranny of the swarm », une tyrannie qui peut conduire à ruiner des carrières et met à mal le principe de proportionnalité. Dans ce contexte, nous avons enfin besoin de ce que le penseur libéral John Stuart Mill appelait « the morality of public discussion ». Il faut des espaces qui permettent un libre débat des idées où personne ne s'arroge à avoir le monopole de la vérité, concède aux autres le droit à l'erreur et les traite sur un pied d'égalité. Des espaces où on s'efforce de convaincre par des arguments, par des idées, et pas par l'intimidation, la menace ou la stigmatisation des personnes. Autrement dit, une telle moralité de la discussion publique dépend de normes de civilité, comme le représente la rectitude politique, terme utilisé au Canada pour traduire le politiquement correct et faire ressortir le sens positif du terme. L'université est un lieu par excellence pour un tel usage de la liberté d'expression. Je vous remercie de votre attention. Merci Maya pour ce regard juridique sur la question de la liberté d'expression. On va passer immédiatement la parole à Madame la professeure Samia Hurst, mais peut-être avant quelques mots pour la présenter. Samia Hurst est bioéthicienne et médecin. Elle s'est formée à Genève et au département de bioéthique clinique des National Institute of Health aux États-Unis. Elle est directrice actuellement de l'Institut éthique, histoire, humanité et du département de santé et médecine communautaire à la faculté de médecine de l'Université de Genève. Elle est aussi vice-présidente du comité exécutif du Council for International Organization of Medical Sciences et membre de la Commission nationale d'éthique dans le domaine de la médecine humaine et du Sénat de l'Académie suisse des sciences médicales. Beaucoup de fonctions. Samia, tu nous impressionnes. Ses recherches portent sur l'éthique clinique, l'éthique des systèmes de santé et de la santé publique et la protection des personnes vulnérables. Et puis, vous le savez toutes et tous, Samia Hurst est aussi vice-présidente de la Task Force scientifique Covid-19. Samia, the floor is yours. Merci, Samia. Monsieur le recteur, merci infiniment, même si je ne vais pas prétendre que depuis avoir accepté, je n'ai jamais eu de doute. Mesdames et messieurs, chères étudiantes, chers étudiants, quel bonheur d'être là, ensemble, dans cet auditoire. Et puis un mot aussi pour ceux qui sont à distance, en particulier, cher François, j'aurais beaucoup aimé pouvoir venir te voir pour discuter dans la préparation de cette conférence. Malheureusement, ça n'a pas été possible, je le précise ici. Je te souhaite un bon rétablissement. Mais pour commencer, j'aurais voulu vous raconter un truc incroyable qui est arrivé à un de mes patients. Vous avez envie de le savoir? Et si je vous disais, vous auriez envie de savoir de qui il s'agit? Le fait que la liberté d'expression doit avoir des limites, c'est presque trivial. Ça l'est encore davantage quand on se rappelle que notre parole est peu efficace si on parle tous en même temps et que donc des limites, il en faut aussi dans la vie quotidienne. Mais quand et au nom de quoi est-ce qu'il est légitime de poser des limites à la liberté d'expression? Alors ça, c'est nettement moins trivial. Et ça l'est encore moins quand on se rappelle que nos débats à ce sujet, sur quelle est la juste limite à la liberté d'expression, ont forcément pour outil la parole elle-même, de nouveau, et que cette parole-là aussi peut dépasser ces bornes que justement on a du mal à définir. Mais de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de liberté d'expression? On ne parle certainement pas d'une liberté absolue. Je viens de l'illustrer. On poursuivra par d'autres exemples moins triviaux. Et on ne parle pas non plus, et je voulais le préciser en introduction, on ne parle pas seulement de parole en fait.
lorsque l'on parle, mais aussi lorsque l'on écrit, lorsque l'on brûle un drapeau, lorsqu'on scande des slogans dans la rue, lorsqu'on se tient en silence dans la même rue, avec ou sans une pancarte avec quelque chose d'écrit dessus autour du cou, que lorsqu'on donne des ordres, lorsqu'on profère des menaces, lorsqu'on dénonce des menaces, eh bien, dans bien d'autres cas encore, on est dans le domaine où la liberté d'expression est pertinente, où les questions de la liberté d'expression sont pertinentes. Je vais donc brièvement, trop brièvement, je sais, aborder ces deux termes, et on va commencer par la liberté d'expression, avec quelques figures qu'on va passer en revue tranquillement. La première est un philosophe anglais, J.L. Austin, qui a développé la théorie de ce qu'on appelle en anglais les speech acts. Et j'aimerais préciser ça ici pour dire que, oui, effectivement, certaines paroles sont en même temps des actes. Lorsqu'on promet quelque chose, lorsque l'on marie deux personnes, lorsqu'on démissionne d'un poste, lorsqu'on commande une bière et qu'on s'engage donc à la payer par là, eh bien, on fait quelque chose. Ce n'est pas seulement qu'on dit quelque chose. Et dans un certain sens, donc, lorsqu'on parle de liberté d'expression, on parle de liberté d'agir en général. Dans ce sens, finalement, la parole peut faire l'objet d'une analyse morale qui n'a absolument rien d'original par rapport à n'importe quel autre acte. La deuxième figure que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui, c'est Isaiah Berlin, car la première chose à dire lorsqu'on parle d'évaluation morale des actes, eh bien, c'est que la plupart des valeurs, des libertés, des droits et des règles ont des limites. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elles sont multiples, parce que plusieurs valeurs nous importent, parce que nous avons plusieurs libertés, à part le fait que nous sommes plusieurs, bien évidemment, mais nous avons même individuellement plusieurs libertés, nous avons plusieurs règles qui régissent nos vies, et elles sont multiples et elles ne sont pas toujours compatibles. Les valeurs sont plurielles et les objectifs incompatibles sont inévitables. Isaiah Berlin a même dit que les valeurs tendent à diverger à leurs extrêmes. Les valeurs sont le contraire des parallèles qui convergent à l'infini, elles divergent plutôt à l'infini. Et donc ça veut dire que plus on les pousse vers leur point extrême, plus elles vont être incompatibles avec les autres. De nombreux auteurs donc ont parlé de ce pluralisme des valeurs selon lesquelles notre vie morale peut au fond au mieux trouver des équilibres, mais selon lesquels on ne pourra pas avoir accès à des situations où l'on honorerait en permanence et complètement toutes les valeurs qui nous importent. C'est pour cela qu'on va nécessairement aussi parler de limites à la liberté d'expression. Où trouver ces limites donc ? Ici, la référence vers laquelle chacun vous ramène va être forcément un des pères du libéralisme, John Stuart Mill, qui a dit plusieurs choses importantes dans son essai sur la liberté. Si les arguments du présent chapitre sont valables, dit-il, il devrait y avoir la plus grande liberté de professer et de discuter par conviction éthique, toute doctrine, aussi immorale soit-elle. A priori donc une position extrêmement ouverte, très permissive, mais il est particulièrement célèbre aussi pour avoir dit « Le seul but pour lequel un pouvoir peut être légitimement exercé sur tout membre d'une communauté civilisée contre sa volonté est d'éviter de nuire à autrui ». C'est sans doute les lignes les plus célèbres à ce sujet, à la fois au sujet de la liberté d'expression et au sujet des limites de la liberté tout court. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Pour Mill, un dommage direct justifie une limite. Mais ce n'est pas toujours facile d'établir ce qui constitue un dommage direct. C'est clair que si on donne l'ordre à quelqu'un de faire du mal à quelqu'un d'autre, eh bien, on va être complice de manière assez évidente. Mais est-ce que si on représente quelque chose de violent, eh bien, on est condamnable si quelqu'un, s'inspirant de cette image, commet un acte violent ? C'est beaucoup plus flou à ce moment-là. Il est très clair aussi sur autre chose, une offense n'est pas un dommage direct, ce n'est pas la même chose. Il trace un contraste entre le dommage direct et l'offense. Et ça veut déjà dire qu'on aura des désaccords entièrement prévisibles. Des désaccords entièrement prévisibles sur l'exigence de causalité dans le cas d'un dommage. Quand est-ce qu'un dommage peut être qualifié de direct pour dire qu'il légitime une limite à la liberté d'expression ? Puis on aura aussi des désaccords entièrement prévisibles sur les frontières entre un genre de dommage suffisant et un genre de dommage insuffisant pour justifier une limite. Et puis, c'est quoi une limite ? Qu'est-ce que ça veut dire limiter la liberté d'expression ? On l'a déjà vu, une limite peut être une sanction, mais John Stuart Mill développe aussi le chapitre de l'opprobre social. Et il note que l'une et l'autre peuvent intimider. L'une et l'autre, même si elles viennent de sources différentes, peuvent en d'autres termes être efficaces. Et donc limiter à la fois la parole et parfois même la pensée.
Et ça veut dire qu'on aura des désaccords prévisibles aussi sur ce qui constitue une véritable limitation de la liberté d'expression. Que retenir jusqu'à présent ? La liberté d'expression n'est certainement pas un droit à ne pas être critiqué. C'est encore moins un droit d'avoir raison. Ce n'est pas même un droit à ne pas être blâmé. En revanche, il y a un droit à ne pas être intimidé, au point où on ne parlerait plus, au point où on penserait peut-être autrement. Et qu'est-ce qui constitue une intimidation ? Eh bien, on voit très bien, lorsqu'on pose la question dans ces termes, que la réponse ne sera pas la même dans tous les cas. Car, par exemple, si j'ai du pouvoir, si je me sens en sécurité, eh bien, il va être plus difficile de porter atteinte à ma liberté d'expression. Si ce n'est pas le cas, si je n'ai pas de pouvoir, si je ne me sens pas en sécurité, eh bien, le même acte qui n'aurait pas porté atteinte à la liberté d'expression de la première personne de l'exemple pourra suffire à m'intimider, moi, qui suis dans une position plus faible. Et même pour une seule personne, au fond, même si on ne contraste pas les exemples, même pour une seule personne, au fond, c'est quoi cette limite ? Là aussi, nous aurons donc des désaccords entièrement prévisibles. Il est évident aussi, cependant, que la liberté d'expression n'est pas égale dans toutes les circonstances. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle est nécessaire pour d'autres biens et d'autres valeurs, et qu'en quelque sorte, elle va emprunter son importance à ces autres biens et ces autres valeurs dont elle est le véhicule, dont elle est l'instrument. La liberté d'expression est nécessaire à la démocratie, elle est nécessaire à la science. J'ai choisi ici la figure de Benjamin Franklin qui a fait beaucoup pour l'un et l'autre. Elle est nécessaire à la démocratie parce qu'elle permet la mise en commun d'informations et donc une prise de décision mieux informée que si on avait moins de possibilités pour chacun de s'exprimer. La liberté d'expression est nécessaire à la formation d'opinion également, elle est nécessaire à l'égalité. Elle est nécessaire aussi à la science. La science, c'est un ensemble de méthodes qui visent à mieux savoir quelles réponses sont les bonnes, sont vraies, mais ce n'est en tout cas pas une sélection dirigée des questions. Toutes les questions doivent être autorisées. Et c'est entre autres ce pourquoi la liberté d'expression est importante que nous défendons lorsque nous défendons la liberté d'expression. On ne la défend donc pas nécessairement en tant que telle, mais parce qu'elle sert à obtenir d'autres choses qui, elles, nous importent. Il y a deux implications ici. Tout d'abord, la liberté d'expression importe dans la mesure où ce qu'elle opère importe. C'est plus important, par exemple, d'avoir le droit de critiquer son gouvernement que d'avoir le droit, par exemple, de parler des derniers résultats de foot pendant un cours à l'université. Et puis, comme ces valeurs sont elles aussi des valeurs parmi d'autres, eh bien, on va devoir parfois les peser l'une contre l'autre, elles aussi. Et dans ce cas, c'est donc très important de savoir ce qu'on pèse. Est-ce que c'est la liberté d'expression toute seule ou est-ce que c'est quelque chose qu'elle permet ou les deux ? Il peut y avoir des usages de la liberté d'expression qui nient l'égalité des personnes, qui est une des raisons d'être de la liberté d'expression dans le champ démocratique. Ici, Hilde Lindemann, une collègue philosophe américaine, qui a une analyse très fine selon laquelle nous vivons dans nos histoires et d'une certaine mesure, nous sommes nos histoires. Nous nous racontons les uns aux autres, nous racontons ensemble les récits collectifs dans lesquels nos biographies s'insèrent, et puis nous racontons les uns aux autres également notre identité sociale et notre statut. On m'a présenté tout à l'heure, je suis professeure dans cette université, ce n'est pas quelque chose que je pourrais raconter toute seule, ce n'est pas quelque chose d'autoproclamé, il est nécessaire pour qu'un titre de ce type existe, que beaucoup de gens racontent ensemble des choses qui vont dans le même sens. Ces récits que nous racontons peuvent être plus ou moins véridiques, et ça change la donne. Ils peuvent avoir des conséquences positives ou négatives, et ça change la donne. Ils peuvent aussi honorer plus ou moins le respect dû aux personnes, le respect égal dû à chacun, les exigences d'équité, et ça aussi, ça change la donne. Ils peuvent aussi être plus ou moins restrictifs, ils peuvent laisser plus ou moins la place à des récits alternatifs sur nos identités aux uns et aux autres. Cette analyse est importante à mes yeux dans le contexte d'une discussion sur la liberté d'expression parce que, selon cette analyse, les offenses ne sont pas toujours, entre guillemets, seulement des offenses. Certaines d'entre elles peuvent être décrites comme de la destruction d'identité sociale, de la destruction d'image de soi et oui, parfois, de l'érosion de la considération égale de chacun.
Sous cet angle, on comprend mieux un des enjeux qui sont centraux ici. Car si certaines offenses sont véritablement destructrices, alors il n'en découle pas nécessairement que chaque offenseur est aussi un destructeur. Lorsque l'on meurt d'un millier d'entailles, quel agresseur accusé d'un crime plus grave qu'une seule de ces entailles? Et l'on comprend à la fois ici les revendications de personnes qui s'estiment victimes de discours abaissants et les revendications de personnes accusées de discours abaissants qui chacun montrent qu'ils n'ont fait qu'une petite entaille, elle n'est peut-être pas si grave après tout. Il peut y avoir des usages de la liberté d'expression qui font la promotion d'idées antidémocratiques. Karl Popper a attiré l'attention en 1945 sur le fait que la tolérance illimitée porterait ainsi en elle-même sa propre perte, car tolérant également l'intolérance, elle finirait par s'en laisser inévitablement submerger. Il peut y avoir aussi un usage de la liberté d'expression qui limite la possibilité du développement et de la diffusion de connaissances, y compris de connaissances scientifiques. Une citation ici de Naomi Oreskes. Dans les années 1950, l'industrie du tabac a compris qu'elle pouvait protéger son produit en mettant en doute la science et en insistant sur le fait que les dangers du tabac n'étaient pas prouvés. Dans les années 1990, ils ont compris que si l'on pouvait convaincre les gens que la science en général n'était pas fiable, il n'était pas nécessaire d'argumenter sur les mérites d'un cas particulier, notamment d'un cas comme la défense du tabagisme passif qui n'avait aucun mérite scientifique. Voici donc un petit tour de la liberté d'expression. Qui avons-nous maintenant en face? Politiquement correct, c'est le deuxième terme du contraste, du face-à-face de ce soir. Et nous avons un usage contrasté effectivement au fil du temps. Je vais vous donner quelques citations et quelques exemples pour vous l'illustrer. Ici, un des chefs du Parti communiste américain dans les années 30, nous avons examiné le programme et nous sommes certains que peu d'agriculteurs le comprenaient. Il s'agissait d'un article qui visait un public d'agriculteurs. Peu d'agriculteurs le comprendraient, bien sûr, il est politiquement correct jusque dans le dernier détail. Ici, un extrait du New York Times, la même période, qui parle des règles imposées aux journalistes sous l'Allemagne nazie. Tous les journalistes doivent avoir un permis pour travailler et ces permis ne sont accordés qu'aux purs ariens dont les opinions sont politiquement correctes. Même après cela, ils doivent faire attention à ce qu'ils font. Deux usages très différents, deux citations très différentes, mais on voit que dans aucun des deux cas, c'est utilisé comme un compliment. Ici, une autre citation, cette fois-ci sous la plume d'un pédagogue qui, cette fois-ci, analyse le phénomène sous l'angle historique. Le terme politiquement correct était utilisé aux États-Unis dans les années 40 et 50 de manière désobligeante pour désigner quelqu'un dont la loyauté envers la ligne du Parti communiste l'emportait sur la compassion et conduisait à une mauvaise politique. Il était utilisé par les socialistes contre les communistes et avait pour but de séparer les socialistes qui croyaient en des idées morales égalitaires de communistes dogmatiques qui préconisaient et défendaient les positions du parti sans tenir compte de leur substance morale. Et puis, quelques années plus tard, en 1967, cette fois-ci dans un discours du président Lyndon Johnson, un discours à un syndicat d'ouvriers de l'automobile, il leur dit « Je suis ici pour vous dire que nous allons faire ce qui doit être fait, non pas parce que c'est politiquement correct, mais parce que c'est juste. » À nouveau, donc, deux usages plutôt dérogatoires. Il y a pourtant aussi des usages positifs. On vous a déjà parlé de Tony Kadebambara qui a écrit en 1970 « Un homme ne peut pas être à la fois politiquement correct et un macho ». Et ici, on voit que l'usage du terme politiquement correct est un usage positif. Ici, il s'agit de la préservation de l'identité sociale chez les personnes chez lesquelles elle est habituellement menacée. Une autre analyse ici, sous la plume d'un sociologue américain. Selon une version, le politiquement correct est en fait né d'une plaisanterie interne de la gauche, des étudiants radicaux sur les campus américains jouant une relecture ironique des « bad old days » avant les années 60, lorsque chaque groupe révolutionnaire avait une ligne de parti sur absolument tout. Ils s'attaquaient à des exemples flagrants de comportements sexistes ou racistes de la part de leurs camarades étudiants en imitant le ton de voix des gardes rouges ou du commissaire de la révolution culturelle. Pas très politiquement correct, camarades. Et ça a conduit certains à dire que finalement cette phrase est née pour vivre entre des guillemets.
C'est quelque chose dont on parle pour dire que c'est les autres, au fond. Elle suggère que les considérations opérationnelles dans le domaine ainsi appelé sont purement politiques, qu'elles écrasent, au fond, les vraies raisons de principe pour lesquelles il faudrait agir. Et finalement, ça devient quelque chose qui est décrit carrément comme une arme politique. Ici, un journaliste anglais qui a écrit beaucoup plus récemment « Le politiquement correct est l'un des outils brillants que la droite américaine a développé au milieu des années 80 dans le cadre de sa démolition du libéralisme américain. Les penseurs les plus affûtés de la droite américaine ont rapidement compris qu'en déclarant la guerre aux manifestations culturelles du libéralisme, en lançant l'accusation de politiquement correct contre ses représentants, ils pouvaient discréditer l'ensemble du projet politique. Un usage donc contrasté, dont on a vu d'ailleurs dans le micro-trottoir des étudiants tout à l'heure qu'il est en partie déjà repris à son compte par des personnes qui souhaitent défendre un langage respectueux, et donc il est déjà en train de muter sous nos yeux une nouvelle fois peut-être. Et donc nous avons ces deux termes en face à face. Entre les deux, cependant, il y a un autre terme. Un autre terme qui s'avère peut-être être le plus important, face au. Dans ce face-à-face, quelles sont, ou quelles devraient être, les règles d'engagement? Ici aussi, 3 exemples. Le premier, qui devrait être très célèbre, tout du moins à Genève, ici, c'est un portrait de Michel Servet, qui sert ici de mise en garde des extrêmes auxquels peuvent conduire la violence autour des différents d'opinion. Je vais emprunter des citations à un contemporain, Sébastien Castellón, qui a écrit en 1612 dans un traité contre la décision de Calvin de condamner au bûcher son adversaire, son ennemi Michel Servet, 2 citations. « Chercher la vérité et la dire, telle qu'on la pense, n'est jamais criminel. On ne saurait imposer à personne une conviction. Les convictions sont libres, puisque la violence réapparaît à chaque époque sous de nouvelles formes. Il faut constamment reprendre la lutte contre elle. » Et puis, de manière beaucoup plus rapide et lapidaire, « Tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme. » Alors ça, c'est un peu l'exemple d'une période de grande violence, et pas seulement sur la colline de Champel. Et cette période de grande violence a suscité beaucoup d'études, et une des études, à mes yeux, les plus intéressantes dans la période que nous vivons aujourd'hui, est le fait d'une politologue américaine, une très jeune professeure, qui a commencé ses recherches autour d'un certain scepticisme, d'une certaine impression que ces discussions justement autour du politiquement correct, justement autour des règles de politesse, avaient en fait ce qu'elle décrit comme beaucoup de bullshit. Et en examinant la période justement des guerres de religion, des périodes d'émergence d'une idée de tolérance religieuse si importante de nos jours, mais qui a pris du temps à émerger, elle a changé d'avis sur une partie de son impression initiale. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Mere Civility », la seule civilité, ce n'est pas une très bonne traduction, mais on voit très bien en anglais ce que ça veut dire, qui décrit 2 composantes distinctes, très importantes du même phénomène. La première partie, c'est que la civilité, ce qu'elle appelle la civilité, c'est une composante nécessaire de la vie dans une société pluraliste. La vie dans une société pluraliste n'est jamais en fait entièrement pacifiée, parce qu'elle exige de nous de coexister avec des personnes qui ne sont pas d'accord avec nous. Et ça, on est un peu tous d'accord, il y a une part de désagréable là-dedans. Et pourtant, la vie en société pluraliste, c'est ça. C'est de vivre ensemble avec des personnes avec lesquelles on n'est pas d'accord. Cette vie n'est pas entièrement pacifiée, mais en fait, elle doit l'être le plus possible. Là est le défi. La civilité, c'est la vertu qui rend possible la tolérance du désaccord. C'est une vertu exigeante, c'est une vertu difficile. Elle exige plusieurs sortes d'efforts. Elle exige un effort sur notre ressenti, parce que lorsqu'on se sent visé, lorsqu'on se sent offensé, lorsqu'on se sent la cible d'attaque, on a une tendance spontanée à exagérer l'ampleur de ce que nous subissons. Et lorsque l'on rend l'appareil, on a tendance à diminuer la portée de ce que l'on rend. C'est pour ça que les disputes ont tendance à escalader, chacun diminuant la portée de ce qu'il fait subir à l'autre alors qu'il amplifie. Et quand on essaye d'égaliser, on monte en puissance. Elle exige un effort sur notre ressenti. Donc, elle exige aussi un effort sur notre comportement et sur notre parole, parce que pour être civil, on doit à la fois donner de la place à nos convictions et rester
pacifique avec les autres. Mais en revanche, en parler, c'est facile. Parler de la civilité et de l'incivilité, ça c'est facile, ça c'est pas très cher, c'est pas ça qui nécessite un effort. Et ça veut dire, c'est le deuxième plan, que dans une société pluraliste, l'accusation justifiée d'incivilité peut conduire à la mise au banc de la discussion, puisqu'elle est nécessaire, la civilité, à la coexistence pacifique. Mais il y a du coup une tentation permanente d'accuser les autres d'incivilité, parce qu'alors c'est de leur faute. Et ça veut aussi dire qu'il y a une tentation permanente d'accuser les autres, de nous accuser à tort d'incivilité aussi. Parce qu'en accusant les autres d'incivilité, en fait, on vise leur mise au banc. Ça veut dire que c'est souvent une manœuvre rhétorique qui peut être assez fourbe. Parce qu'on accuse les autres de rompre le dialogue, mais en fait, on le fait par une manœuvre par laquelle on vise, nous, à rompre le dialogue. Évidemment, tout ça est encore compliqué par le fait qu'il arrive évidemment que ces accusations soient justifiées. Donc on ne peut pas partir du principe que l'accusation a été portée pour dire que oui, je connais ça, c'est une manœuvre rhétorique, il ne faut pas y prêter attention. Parfois, c'est vrai. Il y a vraiment des discours qui manquent de civilité, qui menacent cette coexistence pacifique. Le message essentiel est le suivant. La politesse, la civilité, ce n'est pas futile. Au contraire, c'est essentiel. Nous n'avons pas le droit de ne pas être critiqués, y compris pour notre éventuelle incivilité. En revanche, on a le droit d'être critiqué avec civilité. Et à l'inverse, on a le droit de critiquer un adversaire. La civilité, ce n'est pas le silence, ce n'est pas la limitation de notre liberté d'expression, ce n'est pas l'évitement de la discussion, ça, ce n'est pas la civilité, justement. On a le droit de critiquer et de le faire avec une clarté qui ne laisse aucun doute sur le différent, mais en revanche, on n'a pas le droit de détruire la possibilité d'une vie commune après. C'est ça l'enjeu. Et c'est une analyse, à mon avis, vraiment cruciale pour la question qui nous occupe aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire face au ? Et puis le dernier point ici, un phénomène dont on a déjà parlé ici, un activiste qui a écrit un livre célèbre désormais qui s'appelle « The Filter Bubble », les bulles filtrées par Internet. Selon Elie Pariser, évidemment, ça on le sait, on passe un temps croissant en ligne, mais ce qui est important de comprendre, c'est que les algorithmes ont tendance à nous regrouper par similitude. Et ça a pour conséquence qu'on passe un temps croissant en compagnie virtuelle, de personnes qui pensent comme nous. Et puis évidemment, c'est très facile aussi de bloquer les gens qui ne pensent pas comme nous, plutôt que de bloquer les gens qui se comportent de manière incivile, ce qui est différent. Et ça veut dire que notre entraînement à la civilité se perd. En fait, on est censé s'entraîner aussi à exercer la vertu de civilité en se frottant les uns aux autres dans une situation où on n'est pas d'accord entre nous. Plus on se repose, entre guillemets, dans des groupes où tout le monde pense pareil, moins on est entraîné. Il n'est donc pas étonnant que ça devienne plus difficile lorsqu'on est quand même confronté à des situations où cette aptitude est exigée de nous. Pour conclure donc, la liberté d'expression est extraordinairement importante et en même temps très exigeante. Elle exige de nous la civilité, car sans elle, on limiterait la liberté d'expression d'autrui, mais aussi la compréhension des valeurs qui nous importent, la compréhension et le respect des circonstances dans lesquelles certaines de ces valeurs vont justifier une limitation à la liberté d'expression. Cette exigence s'applique non seulement à notre ordre légal, mais aussi à nos comportements sociaux, à nos pratiques de l'approbation et de l'opprobre, à des choses qu'on fait souvent sans trop y réfléchir et qui nous concernent tous et parfois quotidiennement. Chères étudiantes, chers étudiants, face à une difficulté importante, il est en fait très fréquent qu'une seule discipline ne suffise pas à en faire le tour. J'ai donc tiré des éléments d'un grand nombre de domaines. J'aimerais prier ici les spécialistes de ceux qui ne sont pas les miens de me pardonner la rapidité nécessaire de mon propos, car chaque diapositive et parfois chaque ligne aurait mérité un séminaire. Vous avez cependant la chance d'étudier dans une université généraliste. Soyez curieux, cherchez toujours à comprendre, même et peut-être surtout ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord, et faites-le avec civilité. Je vous remercie de votre attention. La discussion sera un travail pratique. Merci infiniment toutes deux de vos discours extrêmement complémentaires et extrêmement intéressants. Je suis certain que toutes et tous vous brûlez d'impatience de poser des questions à nos deux conférencières que j'invite à revenir sur scène en compagnie de Mme Madeleine von Olsen qui va modérer le débat. Vous pouvez poser vos questions dans la salle en levant la main
et les micros vont circuler pour que vous puissiez poser vos questions, mais également en ligne, et Mme Van Olsen s'arrangera pour les diffuser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Ravie d'être là pour animer cette discussion avec vous. Nous allons essayer de la pratiquer de manière civile dans ce cadre propice à l'échange et à la contradiction. Peut-être 2 mots par rapport à vos questions. Je vous demanderai d'être bref parce que nous avons 20 minutes à peu près lorsque vous posez des questions. Et pourquoi pas vous annoncer de manière à ne pas rester anonyme pour reprendre un des thèmes qui a été abordé. Voilà, je vous propose qu'on démarre peut-être avec une des questions que nous avons reçues déjà sur Internet. Et elle pose la question du contexte. Vous avez mentionné l'une et l'autre la question des réseaux sociaux. La question ici revient à propos des médias. Les médias, et je vous la lis, elle a été poussée vers le haut par les internautes. Les médias ne contribuent-ils pas à diminuer la liberté par l'uniformité des points de vue véhiculés et la stigmatisation de ceux qui sont divergents? Voilà, donc ça vous permet aussi peut-être de revenir sur la question des réseaux sociaux, mais aussi la question des médias. Il y en a une deuxième qui est associée, qui concerne les agences de presse. Est-ce qu'elles ne contribuent pas à une forme de pensée unique, puisqu'elle vendrait à tous les médias une information toute faite? Voilà, je vous livre peut-être cette première question. Professeur Hurst, est-ce que vous voulez commencer? Alors c'est une question à étage, de nouveau, cette question de la question est posée sous le terme de la stigmatisation des pensées divergentes. Tout dépend de ce qu'on entend par pensée divergente et ce qu'on entend par stigmatisation, vraiment. Parce que on peut imaginer que derrière la question, il y a plusieurs scénarios. On peut imaginer que c'est quelqu'un qui aimerait voir davantage de débats autour de faits qui sont en fait avérés. Je prends cet exemple en premier parce qu'on voit beaucoup de ça depuis quelques décennies désormais sur toute une série de sujets. Ce n'est pas une stigmatisation de dire que quelque chose qui est démontré comme étant faux est faux. Ça, ce n'est pas de la stigmatisation et ce n'est pas non plus de la discrimination de dire ce qu'on sait. En revanche, on peut aussi imaginer qu'il s'agisse de quelqu'un qui a une toute autre idée en tête et qui est en train de dire, au fond, il y a seulement certaines positions politiques qui sont présentées. Alors, c'est un exemple un peu facile parce que les débats politiques sont très réglementés, il y a des temps de parole, il y a des droits d'accès, même pour des positions qui sont très minoritaires. Mais ça, ce serait, si c'était une critique fondée, une critique qui serait plus sérieuse. Parce qu'on a effectivement le droit d'avoir des avis divergents sur des débats sociétaux et donc il faut que les personnes puissent avoir accès en tout cas à ne pas être stigmatisées lorsqu'ils s'expriment. S'ils doivent avoir accès à du temps d'antenne, ça c'est autre chose, parce que la liberté d'expression, ce n'est pas un droit d'avoir accès de manière égale aux moyens de parler, c'est d'avoir la possibilité de s'exprimer. Ce n'est pas la même chose si j'ai quelque chose de très intelligent à dire et puis que j'aimerais l'écrire dans un journal, je ne peux pas exiger que le journal l'imprime. Je ne peux même pas exiger, si je veux faire mon propre journal, qu'on me donne les moyens, qu'on me paye l'imprimante et tout ça. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas un droit à, c'est un droit à ce qu'on me laisse le faire sans m'entraver. Merci, vous avez votre micro, je crois qu'il est allumé. Je pense qu'il faut aussi faire attention de ne pas mettre tous les médias, d'avoir un avis très généralisé. Il y a différents types de médias. D'un point de vue de la liberté d'expression, ce qui est toujours important, c'est aussi d'avoir un pluralisme dans les médias, ce qui veut aussi dire qu'il y a un cadre légal qui évite trop de concentration, etc. Et peut-être pour la question du droit à l'antenne, là c'est intéressant qu'il y a une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme où c'était un groupe qui voulait diffuser un spot publicitaire qui visait à défavoriser la consommation de viande. Et ce spot-là n'a pas été diffusé et c'était une violation de la liberté d'expression selon la Cour européenne des droits de l'homme. Et je pense, on voit aussi que peut-être la limitation ici, l'argument principal qui était donné, c'était de dire c'est un spot politique. Mais quand on regardait derrière, il y avait aussi des préoccupations de nature économique, de dire voilà, on a proposé un message, on peut consommer plus autre chose. Mais le message, il faut consommer moins, ça passait moins bien. Donc je pense qu'on peut avoir des limitations qui viennent, mais pas toujours d'un bord, mais influencées par différents facteurs.
qu'il y a des questions dans la salle? Voilà, parce qu'il y en a beaucoup. D'accord, madame, peut-être ici, on va commencer. Bonsoir, j'aimerais remercier l'opportunité que donne l'Université de Genève de nous exprimer et d'exercer notre liberté d'expression. Ce soir, j'aimerais juste me rappeler que la Charte des droits de l'homme, la Déclaration des droits de l'homme, qui a été adoptée il y a 73 ans, il y a une phrase, juste une petite phrase, pour éviter justement qu'à nouveau les populations soient victimes des graves violations des droits de l'homme, il faut protéger la fraternité, promouvoir la fraternité. Et je pense que c'est ça. Est-ce que vous avez une question, la madame? question, c'est la suivante. Merci. Merci, Madame von Holzen. Vous êtes la directrice en chef du journal Le Temps qui a publié un article sur mon fils Ralph Müller il y a 2 semaines exactement, le doctorant qui sème le malaise. Et il a été accusé... Oui, la question va à vous, Madame von Holzen. C'est ma liberté d'expression à ce moment. Mon fils Ralph Müller, qui est un doctorant de l'Université de Genève et qui exerce sa liberté d'expression, a été accusé par une journaliste du journal Le Temps de promouvoir des idées d'extrême droite ou même de néo-nazis, de promouvoir des mouvements néo-nazis. Vous vous imaginez le tort moral que ça signifie, cet article, pour le futur, pour la sécurité de Ralph et de n'importe quelle personne. C'est la responsabilité des médias, Madame von Holzen. Et je vous dis encore une chose. Je suis d'origine juive. Mes ancêtres sont juifs. Et mon fils a été accusé de promouvoir des idées, pourquoi pas, d'avoir des liens avec les néo-nazis. C'est la responsabilité du journalisme sérieux, impartial, responsable de faire la quête de la vérité. Parce que sans vérité, sans respect pour les personnes, où est-ce qu'on va? Madame, on a besoin de liberté, mais aussi de responsabilité. Merci. J'aimerais, Madame von Holzen, que vous répondiez à ma question. Je ne suis pas de langue maternelle française. Alors, je fais un effort quand même pour vous parler. J'aimerais vous demander, est-ce que vous allez enlever cet article diffamatoire du site web du journal Le Temps qui met mon fils Ralph Müller en danger, vu qu'il incite la haine d'une manière diffamatoire. Merci. Merci. Voilà, je vous propose qu'on se parle ensuite. Vous nous avez adressé un courrier, nous avons répondu, nous avons échangé avec votre fils aussi. Je pense que c'est une situation très particulière. Si vous si vous permettez. Une lettre de réponse d'opinion n'est pas un droit de réponse équitable. Il a le droit d'avoir une réponse équitable de la même portée qui a été l'affront et l'humiliation qu'il a subie par le journal Le Temps. Vous m'avez répondu aujourd'hui, j'ai reçu votre réponse. Peut-être juste, j'aimerais quand même préciser, il me semble que Le Temps a aussi donné la parole à Ralph Müller en publiant une colonne, d'ailleurs que j'ai trouvée très très intéressante, très bien écrite, sur la liberté d'expression. Et je pense, voilà, effectivement, c'est peut-être mieux que vous parliez après, parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes peut-être qui voudraient aussi poser une question. Monsieur, est-ce que c'est une question pour une des deux femmes professeurs? Alors, nous avons un micro pour vous, merci. Merci, mais vous serez bienvenu à répondre si le thème vous inspire. Guillaume Gros, faculté de droit. Ma question concerne la liberté d'expression dans les institutions académiques.
Alors, je vais être assez précis. Est-ce que, sincèrement, à votre sens, il est possible encore aujourd'hui d'avoir une réflexion critique sur le dogme intersectionnaliste et ses différents avatars sans subir l'opprobre du racisme ou du sexisme? Alors, je parle d'expérience parce que depuis une petite dizaine d'années, je vais régulièrement à des conférences et juste mes interrogations sont généralement assez mal reçues. Dans le même sens, est-ce que la liberté d'expression est compatible avec l'organisation de certains événements discriminatoires sur la base du sexe? Je sais que l'Université de Genève a pu s'associer à certains événements interdits aux hommes cisgenres. Je voulais savoir si l'intersectionnalité et le militantisme qu'il implique, de la même manière que ces types d'événements, est compatible et dans quelle mesure avec la liberté d'expression. Je vous remercie. Bon, vous lancez. Vous avez soulevé la question de la liberté académique, jusqu'où va-t-elle? Et là, on a vu, j'ai l'impression que votre question s'inscrivait vraiment aussi dans une vision assez polarisée, n'est-ce pas? Où on dit d'un côté, il y a l'intersectionnalité qui domine tout. Moi, j'ai l'impression que la liberté académique, il y a de multiples facettes. Peut-être certains professeurs, effectivement, ont l'impression que ce n'est plus simple de parler de ces questions. Il y a aussi une autre réalité. Il y a d'autres limites. On peut penser parfois à l'influence des contrats de sponsoring ou d'autres qui mettent sous pression la liberté académique. Moi-même, le recteur l'a mentionné, j'enseigne, j'ai un enseignement pratique, la clinique juridique. Ce n'est pas, voilà, si vous vous penchez sur des personnes qui subissent des discriminations, sur des minorités, que tout le monde vous applaudit, que vous êtes gentil, du bon spectre, vous vous occupez de l'intersectionnalité, etc. Là aussi, on peut avoir des retours, des pressions. Donc je pense souvent les opinions ne sont peut-être pas aussi claires non plus au sein d'une institution, au sein d'une faculté. Et après, je n'ai pas vraiment en tête les événements que vous avez clairement en tête, mais je pense qu'il y a toujours tous les sujets. On doit pouvoir soumettre l'intersectionnalité aussi à un raisonnement, à une critique, toujours dans des limites de la liberté académique. Et pas tous les moyens sont bons après pour, je vais essayer de le montrer dans ma conférence, le no platforming, ou dire que les autres peuvent plus s'exprimer ne serait pas en ordre. Je ne sais pas si mon micro remarche. Voilà. Je pense qu'il y a plusieurs aspects, effectivement. Le premier, c'est que oui, bien sûr, on doit pouvoir se poser toutes les questions. On doit aussi prendre nos responsabilités sur l'effet que peuvent avoir ce que nous disons sur des personnes, en particulier des personnes qui sont dans cette situation d'identité sociale plus menacée ou plus fragile. Ce n'est pas quelque chose qu'on a le droit de faire sans s'en soucier. Et puis par ailleurs, on a aussi le droit d'être critiqué avec civilité. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de ne pas être contredit, on n'a pas le droit de ne pas être critiqué, mais on a le droit que ça se fasse de manière non destructrice. Et on doit aussi se rendre compte que dans la plupart des situations où on se trouve à la place où je me trouve maintenant avec le micro dans la main, on a quand même un peu plus de pouvoir que les personnes à qui on parle, surtout dans une université où c'est souvent des étudiants qui sont plus jeunes, qui auront peut-être moins l'habitude de s'exprimer ou de contredire. Donc, s'il doit y avoir une asymétrie, je serais plus confortable avec une situation où je risquerais de me sentir offensée par ce que disent mes étudiants que dans la situation inverse. Et puis, il y a ce phénomène dont j'ai parlé, qu'on voit quotidiennement tout autour de nous, que lorsqu'on est la cible, on a tendance à évaluer comme plus lourde finalement l'attaque. On a tendance à se dire que c'est une attaque plus grave. C'est un câblage humain normal, il n'y a pas de honte à avoir cette réaction-là, on a tous cette réaction-là. En revanche, on se doit aussi de tenir compte du fait qu'on sait qu'on a cette réaction-là et ne pas vouloir nécessairement rendre autant qu'on perçoit avoir reçu qu'alors on rendra plus en fait. Parce que c'est comme ça, on évalue de manière plus lourde, on exagère la perception de ce qu'on reçoit et on diminue la perception de ce qu'on donne aux autres, d'où un certain danger effectivement pour la coexistence pacifique. Et il y a eu des différentes périodes où ça a sérieusement dérapé, raison pour laquelle je vous ai présenté une analyse historique d'une de ces périodes justement. Merci. Une autre question. Monsieur là-haut. Merci déjà beaucoup de votre présence ici. En fait,
Ma question concerne la liberté d'expression, ou plus précisément, je pense, l'abus de la liberté d'expression, même dans le cadre nécessaire à la démocratie et à l'application de la démocratie. Pour parler concrètement d'un exemple, lors des dernières campagnes législatives en Allemagne, donc au nom de la liberté d'expression, il y a le parti néo-nazi, la Troisième Voie, qui a été autorisé à accrocher des affiches « Pendez les Verts ». Donc, pendez les Verts. Est-ce que cela a été autorisé administrativement par le tribunal administratif de Chemnitz en Saxe? Est-ce que ce ne serait pas un excès, un abus de la liberté d'expression, même dans un cadre démocratique ou législatif? Ou alors, est-ce que, vu que c'est dit « pendez les Verts » et pas « pendez un quelconque des populations d'un certain groupe ethnique ou minoritaire », est-ce que dans ce cadre-là, alors, c'est accepté? J'espère donc la notion d'un parti politique et non une ethnie, voilà. J'espère que ma question a été claire. Donc c'était, on va pendre quoi? Pendez les Verts. Ah, pendez les Verts. Donc le parti, donc c'est ça votre question. Donc, parti politique et non pas une ethnie, donc est-ce que c'est condamnable? Bon, après, je ne connais pas trop la position en Allemagne, mais je dirais tout d'abord, clairement, l'idée de la démocratie, c'est qu'on va régler les problèmes par la parole, pas par la violence. D'un point de vue juridique, je pense que la question qui se poserait, est-ce que cette affiche-là, elle incite à la violence? Et là, selon le contexte aussi, les tribunaux évaluent le risque différemment. Si vous êtes, par exemple, aux États-Unis, on va exiger vraiment qu'on démontre qu'il y a un risque imminent. Donc, on pourrait interdire une telle affiche, mais uniquement, et c'est très hypothétique, de démontrer vraiment, vous êtes dans un contexte où les gens vont sauter, prendre leurs armes et attaquer quelqu'un. Donc, je pense, comme c'est essentiellement sous cet angle-là qu'il faut se poser la question, et ça dépend aussi du contexte. Si vous êtes dans un contexte déjà très enflammé, où on doit se dire, voilà, cette affiche aura des conséquences concrètes, je pense, juridiquement parlant, voilà, clairement, ce type de propos peut être interdit. Mais si vous êtes dans un contexte où il est relativement peu probable que cette affiche cause, je dirais, des actes de violence, la balance va plutôt pencher en faveur de la liberté d'expression, surtout dans un contexte politique, parce qu'on a tendance de dire, dans le contexte politique, on la protège plus fortement. Et là, à nouveau, je pense qu'il faut voir que le droit, quand on dit c'est peut-être pas contraire au droit, ça ne veut pas dire que c'est bon moralement. Moralement, clairement, je dirais, oui. Peut-être, avant de revenir sur cette question, je voulais juste encore vous poser la question justement des affiches politiques. On a eu pas mal de situations en Suisse avec des affiches qui ont fait débat, des affiches de l'UDC, etc. Est-ce que vous avez un ou deux exemples peut-être à donner de ce point de vue-là pour répondre aussi à cette question? Donc le tribunal fédéral clairement a dit dans le domaine politique, la limite de la critique admissible, elle est vraiment très large, mais il y a eu quand même aussi des exceptions. Il y avait une affiche qui a porté le slogan très grand « Kosovaren schlitzen Schweizer auf », donc des Kosovars tuent des Suisses. Et là, le tribunal fédéral a dit que c'est quand même une stéréotypisation très forte d'un groupe. Tout ce groupe est présenté comme des criminels. On a donc dépassé la limite de la critique admissible. Et il y a aussi des affaires, pour vous donner des exemples, ce qui ne passe pas, si par exemple quelqu'un appelle maintenant à une nouvelle Kristallnacht, ce type de propos. Mais après, il y a d'autres affiches qui sont de nouveau pas louables au niveau de tolérance, etc. Mais on dirait dans le doute, c'est la liberté d'expression qui prévaut. Alors sur le plan moral, justement. Oui, je pense que votre question montre très bien, et d'ailleurs vous avez très bien souligné vous-même le paradoxe que ça peut représenter d'autoriser au nom de la démocratie un discours qui peut être compris comme érodant les bases de la démocratie finalement, qui sont justement la résolution par la discussion plutôt que par la violence de nos différends. Mais maintenant, on se trouve dans cette situation, c'est un petit peu dans la direction du paradoxe de la tolérance de Popper, mais on se trouve dans cette situation où il y a une question de curseur. Et les questions de curseur, c'est toujours prévisiblement l'objet de désaccords entre personnes. Et ici, vous allez avoir en gros
face à face de nouveau, hein, deux positions opposées et toutes sortes de positions intermédiaires entre deux, mais les deux opposés sont les personnes qui craignent qu'en interdisant une parole qui se trouve dans la zone grise, dans la zone où on peut être en désaccord, eh bien, ce soit un premier pas vers une censure excessive et une forme de tyrannie. Hein. Ça, c'est l'idée de la pente glissante dans le sens de trop de contrôle. Et puis, évidemment, à l'inverse, vous avez des gens qui disent « oui, mais si on laisse faire ce genre de paroles, c'est de nouveau une pente glissante, cette fois-ci vers le sens de l'anarchie. » Et en fait, ce que montre cet exemple, c'est que ces arguments de la pente glissante, il faut toujours les prendre avec un grain de sel, parce qu'ils font comme si on ne pouvait faire autrement que de vivre sur des pentes glissantes. Or, on vit tout le temps sur des pentes glissantes dans lesquelles on arrive à mettre des limites, et on arrive parfois pas à décider exactement où se trouve la limite, mais lorsqu'on arrive à la mettre, eh bien on arrive à la mettre. Ici, c'est ça l'objet du désaccord. Ça ne m'étonnerait pas que des tribunaux de pays différents arrivent à des conclusions différentes dans un cas comme celui-là. Et comment est-ce que la Suisse se situe en comparaison internationale? Sur quelle question? Sur des questions d'interprétation, justement. Le cadre légal et l'interprétation. C'est plutôt... Oui, non, parce que c'est plutôt... En effet, oui. Pour moi, je dirais la Suisse, quand même, la liberté d'expression, voilà, dans le domaine politique est fortement protégée. On est quand même ancré fortement dans la tradition européenne qui est très différente de la tradition américaine. Donc aux États-Unis, par exemple, le discours de haine, et là j'utilise le discours de haine comme le discours qui incite à la discrimination, à la haine contre des groupes minoritaires ethniques, c'est très difficile de réglementer, quasi impossible, et la position de la Cour suprême est toujours de dire « the remedy is more speech, not enforced silence ». Et là, je pense que la Suisse est fermement plutôt dans le camp européen. Quand même. Merci. Je pense qu'on peut prendre encore une question. C'est déjà 8h en fait, 8h05 bientôt. Est-ce qu'il y a encore une question? Monsieur? Il faut juste un micro, attendez. Bonsoir, Loïc Abéfouillet. Dans quelle mesure pensez-vous qu'il faille déléguer la responsabilité de régulation de la liberté d'expression à des groupes et entités privés? Je prends l'exemple de Twitter, où l'ex-président américain Donald Trump a été banni du réseau social, qui était par ailleurs un de ses principaux vecteurs de communication, alors que le porte-parole des talibans s'exprime librement sur ce même réseau. Merci. Excellente question, merci. Je dirais peut-être aussi parfois la régulation a du retard parce que voilà, la liberté d'expression comme droit classique était toujours dirigée contre l'État. On était dans ce paradigme, c'est l'État qui a le monopole du pouvoir, c'est l'État qui est la plus grande menace pour la liberté d'expression. Et gentiment, c'est aussi développer ce qu'on appelle les obligations positives. Donc l'État a aussi des obligations de protéger les libertés, y compris la liberté d'expression. Et donc, il y a aussi des efforts d'encadrer des acteurs privés, mais c'est compliqué dans le contexte du numérique. C'est compliqué parce que vous avez donc souvent un risque aussi de fragmentation des législations, que chaque État en fait un peu à sa sauce, qui peut aussi multiplier les limites. Donc, il n'y a pas une réponse simple, mais je pense qu'il y a clairement des tentatives de régulation qui peuvent prendre différentes formes, législation nationale, code de conduite, etc. Donc je pense que c'est inévitable qu'il y ait un certain encadrement aussi de ces grands acteurs. Professeur, vous voulez commenter? Non? D'accord. Non, peut-être quand même. C'est en fait, c'est une question double à nouveau, une question de selon quels critères a-t-on, à n'importe qui a-t-on le droit de limiter la liberté d'expression d'autrui, et là les critères seront assez semblables. Qui que l'on soit, qu'on soit une entité privée, qu'on soit l'État, mais il y a aussi des questions de légitimité, en effet, il y a des questions de participation à la décision, et là c'est clair qu'on serait plus confortable qu'il y ait une décision qui fasse l'objet d'une décision démocratique plutôt qu'une décision non démocratique, comme ce sera le cas dans les exemples que vous avez cités. En revanche, effectivement, lorsqu'il s'agit de réglementation internationale, c'est une question qui, va-t-on dire, est encore incomplètement résolue. Merci. Peut-être que je vous propose de conclure et en guise de conclusion, j'aimerais vous poser à toutes les deux cette question, reprendre le titre et revenir sur la question
de cette limite en fait. Comment tracer la limite entre un bon et un mauvais usage de cette liberté d'expression? Quelle serait disons, la pensée que vous voulez laisser ce soir pour terminer cette conférence sur ce plan-là? Le comment? C'est peut-être avec quoi j'ai conclu ma conférence en disant effectivement d'avoir cette moralité d'une discussion publique, de débattre des idées, de ne pas attaquer des personnes. Et je pense essayer aussi de se mettre à la place de l'autre. C'est difficile, hein. Mais j'ai l'impression parfois les débats sont extrêmement polarisés. De prendre, voilà qu'on dit très vite j'ai le droit ou j'ai pas le droit de dire ça, au lieu de se demander aussi comment l'autre le ressent. Donc j'aimerais parfois des débats où on se demande plus comment l'autre se positionne, d'essayer d'abord de comprendre et après voilà, de réagir avec civilité, même si j'ai appris de ma collègue que c'est vraiment un grand défi et de ne pas donc surestimer. Ce qui m'a aussi frappé quand j'ai préparé la conférence, comment chacun a tendance de revendiquer la liberté d'expression, mais vouloir l'aligner aux autres. Dès qu'on est critiqué, on dit « je suis censuré ». Aussi il y a des biais aussi rhétoriques de dire chaque fois je ne suis pas mainstream. Chacun aime dire c'est pas moi le mainstream, c'est les autres, etc. Donc peut-être pas trop recourir à ce type de rhétorique non plus. Oui, je pense qu'il y a plusieurs points essentiels. Se rappeler que l'inconfort de coexister avec des personnes qui sont en profond désaccord avec vous est la meilleure alternative, car l'alternative serait de ne pas coexister avec des personnes qui sont en désaccord avec vous. Rappelez-vous qu'il y a une différence entre le contenu de nos propos et la manière dont nous les formulons. Et dans une discussion, puisqu'on ne peut finalement contrôler que sa propre part d'une conversation, faites de votre mieux pour être celui ou celle qui veut que la coexistence puisse se poursuivre après la discussion, même si elle porte sur un désaccord. Ça suffit pour déjà désamorcer pas mal de choses, ça ne suffit pas pour toujours tout désamorcer, mais au moins vous aurez fait votre part le mieux que vous aurez pu. Merci beaucoup. Nous avons bien conscience que ce fut trop court. Il y a encore beaucoup de questions que vous auriez aimé adresser à nos conférenciers et conférencières. Merci de votre présence ce soir et vous nous l'avez dit tout à l'heure, l'Université de Genève reprend ses activités en présentiel avec de nombreux événements qui sont à venir. Demain soir, une conférence qui est justement dans le cadre de la chaire UNESCO de protection des droits des biens culturels sur la question effectivement de la rapatriation des biens culturels vers l'Afrique. Donc demain soir, soyez ici présents ou en ligne également. La semaine prochaine, la conférence de l'Association des alumni de l'Université de Genève sur la thématique sciences politiques dans un temps des fake news. Et puis le 15 octobre, vous êtes toutes et tous invités au Dies Academicus de l'Université de Genève qui aura pour thématique l'interprétation, interpréter le monde, un beau défi également que nous vous proposons pour ce Dies Academicus le 15 octobre à 10h. Vous êtes toutes et tous bienvenus. Merci infiniment de votre présence et très bonne soirée à toutes et à tous. Merci.